merci à l'École de gouvernance et d'économie de m'avoir invité, de me donner l'occasion de vous présenter l'anthropologie. C'est avec plaisir que j'ai accepté et c'est avec plaisir que je vais me plier à cet exercice. Ma défense de l'anthropologie ne constituera pas toutefois une hagiographie de la discipline, mais je tâcherai plutôt de montrer comment l'anthropologie permet de penser le monde contemporain. Et j'aurai l'occasion d'y revenir à travers des exemples et à travers des thématiques sur lesquelles j'ai travaillé tout au long de ma carrière d'anthropologue, disons les choses comme ça. Autrement dit, mon souci aujourd'hui sera de partager avec vous la conviction, parce que cela relève d'une conviction que de faire les sciences sociales, sinon on n'en ferait pas, en tout cas moi personnellement je ne le ferai pas. C'est avec conviction et passion que je vais essayer d'illustrer l'idée que le savoir anthropologique est un savoir actuel et un savoir engagé. Je reviendrai sur cette double dimension qui peut paraître, dans un premier temps, contradictoire. En quoi un savoir scientifique est-il engagé? Dans quel sens? Pour entrer dans le vif du sujet, je partirai justement, sinon de l'actualité, du moins d'un constat. Le constat selon lequel aujourd'hui nous vivons dans un monde connecté, et là j'ouvre la parenthèse et puis on ne va pas entrer dans le détail, mais en tout cas un monde connecté comme jamais auparavant. Mais ce monde est en même temps traversé par des violences, par des inégalités, par des hiérarchies, source, et c'est cela qui intéresse l'anthropologue et le sociologue, l'historien et les sciences sociales en général, ces violences, ces inégalités, ces hiérarchies sont source de nombreux troubles dans le lien social, qui est après tout l'objet même de l'anthropologie et des sciences sociales. La question soulevée est donc de savoir comment une société continue, dans ces conditions, à produire des valeurs et des pratiques permettant les appartenances et les identifications. Aujourd'hui, je vais utiliser des termes comme société et culture qui posent eux-mêmes déjà des problèmes. Parler de société, c'est un gros mot. C'est un concept qui a eu son utilité, mais qui, aujourd'hui, est atteint de troubles, exactement comme le lien social. C'est-à-dire la société, on ne sait plus très bien, finalement, ce qu'elle est, tout comme la culture, qui est l'objet premier de l'anthropologie. Donc, quelles sont les valeurs et les pratiques qui permettent des appartenances et des identifications? Et je ne suis pas simplement fonctionnaliste, c'est-à-dire je ne prétends pas uniquement voir les choses du côté de l'ordre. Il y a aussi le désordre. Et je pense que c'est extrêmement important de penser le désordre en même temps que penser l'ordre, alors que pendant très longtemps, justement, on a pensé que le désordre était un accident, en quelque sorte. Alors, une telle ambition analytique, parce que c'est comme ça que je définis du moins mon approche, une telle ambition analytique ne va pas sans associer pour ce qui est du fondement épistémologique de la discipline. C'est-à-dire que si j'avance un certain nombre de propositions, j'essaye de les fonder sur le plan épistémologique, c'est-à-dire d'expliciter les instruments que j'utilise pour analyser ce monde. De ce point de vue-là, l'anthropologie doit éviter plusieurs biais méthodologiques qui guettent également, bien sûr, les autres sciences sociales. Et je ne vais peut-être pas me répéter, mais disons, tout ce que je vais dire par rapport à l'anthropologie, en fait, s'applique aux autres sciences sociales. Au premier rang de ces biais méthodologiques se trouve l'ethnocentrisme, qui privilégie une forme culturelle ou sociale ou économique au détriment d'autres. Mais j'y reviendrai. Il s'agit également de relever un autre biais anthrocentrique qui a marqué les sciences sociales depuis le XIXe siècle et qui a été mis en évidence à partir des années 1970-80 par la critique féministe, c'est l'androcentrisme, à savoir
une perspective masculiniste sur le monde social, au détriment d'une vision, non pas féministe, mais d'une vision globale, c'est-à-dire qui intégrerait aussi la dimension féministe de la société. Enfin, un autre biais méthodologique, mais là vraiment j'en soulève un certain nombre, hein, mais il y en a bien d'autres. L'autre biais méthodologique, c'est la réification et la naturalisation des faits sociaux. C'est-à-dire de croire que les faits sociaux relèvent d'une nature immanente, d'une nature, c'est-à-dire une essentialisation, soit à travers la nature, soit à travers la religion, soit, c'est-à-dire qui ne met pas en évidence les processus de construction des faits. Mais j'y reviendrai. Il est également question pour l'anthropologue d'éviter un autre écueil qui accompagne ces différents écueils, et surtout le dernier que je viens d'évoquer, celui du réalisme positiviste, qui postule l'existence d'un noyau dur de la réalité qu'il suffit d'atteindre derrière l'apparence des choses. La prétention de l'anthropologie, du moins telle que je la conçois, n'est pas de raconter le monde tel qu'il est, ou tel, plus précisément, ou tel qu'on croit qu'il est, mais de l'interpréter en suggérant des connexions possibles entre les phénomènes observés. Le monde ne doit pas être considéré comme acquis et allant de soi. Il ne s'agit pas pour l'anthropologue d'identifier ce qui arrive dans le monde avec ce qui devait nécessairement arriver. Sinon, on serait effectivement plutôt dans l'idéologie, dans les représentations autoritaires du monde. On ne serait pas dans la science de mon point de vue. Il s'agit plutôt, et là j'utilise une formule de Michel Foucault, je le cite, il s'agit plutôt de dire ce qui est en le faisant apparaître comme pouvant ne pas être, ou pouvant ne pas être comme tel, ou comme il est. Autrement dit, il s'agit, et là je vais utiliser, et ce sera la dernière citation que je donnerai ce soir, autrement dit, il s'agit, et je vais utiliser la formule de Clifford Geertz, un anthropologue américain qui est décédé il y a 3-4 ans, qui est un des grands anthropologues internationaux, et qui, bien sûr, est très connu au Maroc, puisque c'est un de ceux qui a beaucoup travaillé au Maroc dans les années, depuis les années 1950, 1960, 1970, etc., et notamment à Sefrou. Hein, son œuvre, elle est vraiment une œuvre de référence, à la fois pour l'ethnographie marocaine et maghrébine, mais aussi pour l'anthropologie théorique mondiale. Donc, selon Geertz, il s'agit de nous voir, je cite, de nous voir parmi les autres comme un exemple local des formes que la vie humaine a prises ici et là, un cas parmi les cas, un monde parmi les mondes. Dans le même état d'esprit, il faut se défaire d'un autre écueil qui guette l'anthropologie, celui du réalisme conceptuel. Ce dernier consiste à identifier par exemple le concept de genre, ou rapport sociaux de sexe, le concept d'ethnie, de culture, de violence ou de religion, à une substance, comme je le disais tout à l'heure, voilà. Donc à une naturalisation, à une substance, comme si à chaque phénomène devait correspondre une nature ultime. Cela dit, tout à l'heure, je parlais avec des collègues, notamment un collègue que j'ai rencontré à Saouira, qui en parlait du cognitivisme. Pour moi, le cognitivisme est une forme de réductionnisme qui peut aller dans ce sens. Les concepts ne sont pas des catégories fixes. Ils sont susceptibles de changement, même si la science elle-même participe parfois à leur réification. C'est sûr que l'anthropologie est responsable de la réification de la notion d'ethnie, de la notion de culture, qui a abouti parfois à des catastrophes politiques, notamment en Afrique, etc. Bref, on peut dire que les faits sont faits, pour utiliser la dernière citation, enfin, ou dernière allusion à un anthropologue sociologue, Bruno Latour, les faits sont faits, les faits sont fabriqués. Les faits sont fabriqués. Ce qui signifie que la connaissance anthropologique est de type relationnel. Que c'est l'expérience sur le terrain, l'interaction avec les informateurs et les savoirs locaux qui est décisive dans la production du savoir. Alors, après cette introduction assez rapide, et j'espère relativement claire par rapport à ce qu'est l'anthropologie, je m'en vais
vous illustrer cette discipline et je vais essayer de vous donner le goût de cette discipline en proposant un certain nombre d'exemples, un certain nombre de terrains, un certain nombre de thématiques sur lesquelles j'ai travaillé. Alors, je commencerai par évoquer les termes de tradition et de modernité que j'ai eu l'occasion d'illustrer hier avec les étudiants de master, qui a été, disons, un axe d'introduction à la problématique de l'anthropologie. Alors, on sait que les notions de tradition et de modernité n'ont cessé de traverser le parcours historique et théorique de l'anthropologie, mais aussi de la sociologie, bien sûr. Ce face-à-face a placé les deux figures en miroir l'une de l'autre, chacune apparaissant comme l'envers de l'autre. Opérationnelle pendant longtemps, pour le discours anthropologique, mais aussi sociologique, une telle relation ne doit pas cependant être considérée comme relevant de substances immuables. On n'est pas par essence traditionnelle, on n'est pas par essence moderne, mais comme une structure, donc cette relation tradition-modernité, il faut la voir comme une structure dynamique qui a servi à penser le rapport de l'Occident, et je vais rapidement, bien sûr, l'Occident c'est un autre gros mot, et une entité, on ne peut pas réduire l'Occident, c'est-à-dire à travers une catégorie aussi large, on ne tient pas compte des diversités, mais disons, acceptons ce terme juste pour marquer le parcours historique de la discipline et le parcours historique de ces notions. Tradition de modernité a permis, à un certain moment de l'histoire de l'Europe ou des États-Unis, dans leur expansion dans le monde, à penser le rapport à l'autre, qui est un autre mot valise, qui est aussi un autre gros mot, à savoir, en fait, dans l'autre, comme je l'ai présenté hier, finalement, il y a les autres, il y a une diversité incroyable. Mais ce qui nous importe ici, c'est de voir comment on a réifié deux notions. D'un côté, il y aurait le moderne, et de l'autre côté, le traditionnel, en ne tenant pas compte des complexités, des diversités, des parcours historiques divers. C'est en effet à partir de sa position dominante que l'Occident a désigné d'autres comme des sauvages, 16e, 17e, c'était le terme qu'on utilisait, ou des traditionnels, plutôt au 19e, 20e, gagnant ainsi le bénéfice de la définition de ce qui est humain, civilisé et moderne, et de ce qui ne l'est pas. Les termes de sauvage et de traditionnel ont un air de famille avec toute une série d'autres termes qu'on n'a pas arrêté de produire au fur et à mesure donc, de cette relation historique entre l'Europe dans ses différentes phases de transformation et sa relation avec d'autres cultures, sociétés, civilisations. Donc il y a un air de famille avec d'autres termes qui ont été développés et toujours pour articuler ce rapport. Il s'agit de termes de monstres, au XIXe siècle, dans le paradigme de l'anthropologie physique, la catégorie de monstre, qui était déjà une catégorie qui était utilisée au XVIe, c'était une façon de montrer l'altérité absolue, donc on renvoyait la monstruosité, et finalement la monstruosité, même dans le paradigme naturaliste du XIXe siècle, c'était une explication en termes naturalistes de la différence et de la diversité. Donc monstre, bien sûr barbare, bien sûr primitif, ça c'est les anthropologues qui ont développé cette notion de primitif, primitif, c'est-à-dire vraiment les premiers, enfin, ils sont le degré zéro de la culture, en quelque sorte. Bon, bien sûr, il y a aussi le terme d'indigène, et on en sait quelque chose au Maghreb, notamment, enfin, puisqu'il y avait même un statut d'indigénat, et plus récemment, d'étrangers, enfin, si on se situe dans les pays européens, d'étrangers ou d'immigrés. Bien sûr, je vous passe, ça dépend aussi du contexte historique, parce que là, certainement c'était l'arabe, le nord-africain, bon, etc. Donc, chaque fois, il y a des termes qui apparaissent pour marquer toujours cette différence. Et donc, étrangers, immigrés, voire même aujourd'hui musulmans. Mais j'y reviendrai. Alors, une autre constante à laquelle se trouve confronté le discours anthropologique est justement l'ethnocentrisme dont j'ai parlé. Qui est une caractéristique propre, ça il faut le préciser, à toutes les cultures. Toutes les cultures, quelles qu'elles soient, sont ethnocentriques, mais à des degrés variables. Il y a des sociétés beaucoup plus ethnocentriques que d'autres. Bon, mais
je ne vais pas m'allonger là-dessus, parce qu'on va avoir quelques illustrations, mais je me pose déjà la question de savoir si le discours anthropologique lui-même n'est pas ethnocentrique. Car, finalement, c'est dans l'affirmation d'une différence entre nous, entre guillemets, et eux, entre guillemets, que réside le projet de l'anthropologie. Je peux l'illustrer par cette phrase. Si je peux observer les autres, c'est parce que je postule qu'ils ne sont pas comme moi. C'est, de mon point de vue, c'est seulement en reconnaissant l'écart qui a caractérisé dès le départ la relation entre l'observateur et l'observé, la différence entre lui et ce qu'il se propose d'observer, qu'il devient possible de critiquer le discours anthropologique comme l'expression d'un rapport ethnocentrique. Donc, si vous voyez, en fait, je suis en train de faire une illustration de l'anthropologie en même temps que d'en faire la critique. Et je pense que cette critique de l'anthropologie est nécessaire et c'est elle qui me permet finalement de continuer à être anthropologue et de produire à l'intérieur du discours anthropologique d'autres concepts, d'autres approches qui réduisent ce côté ethnocentrique de la discipline. Bien sûr, je parle de la sociologie, moi je dirais que la sociologie est, dans la mesure où c'était la science qui était considérée ne s'intéressait qu'au moderne, elle aussi c'est ethnocentrique. Dans la mesure justement où elle s'est fondée quand même sur le postulat que la modernité est une expérience unique et différente. Donc elle a avalisé finalement cette séparation tradition-modernité. Bon, alors pour revenir à l'aspect ethnocentrique du discours anthropologique, la traduction qu'effectue l'anthropologue, et là on peut élargir, hein, la même chose pour l'historien quand il travaille sur les archives de sociétés qui ont disparu, ou le sociologue qui travaille sur des groupes sociaux auxquels il n'appartient pas, la traduction qu'effectue l'anthropologue fait forcément intervenir la conception de l'observateur. Et les catégories culturelles de ce dernier doivent dès lors être thématisées. C'est ça, en fait, que j'aimerais en fait, mettre en évidence. C'est non pas de nier ce rapport ethnocentrique ou ce rapport d'observateur à observer ou cette différence, mais plutôt de marquer, de la thématiser. Si, justement, l'on ne veut pas qu'elle fasse obstacle à l'entreprise de connaissance, au souci d'objectivation. Je préfère utiliser le terme d'objectivation que l'objectivité. Pour moi, ça n'a pas de sens. Pour faire le cas pour les sciences sociales, de mon point de vue, l'objectivité n'a aucun sens. C'est-à-dire qu'on ne peut pas la définir. C'est pas un objet qui est là, qu'il suffit d'atteindre à travers une bonne méthodologie. Non. En fait, c'est le processus d'objectivation qui est le plus important. C'est-à-dire, en fait, mettre en évidence les conditions de la découverte de l'objet et la manière de le restituer au lecteur. Bon, mais cela dit, même si on tient compte de cette dimension d'écart entre l'observateur et l'observé, et même si on relève la position respective de chacun, cette démarche demeure insuffisante si elle ne prend pas en compte la hiérarchie qui caractérise les relations entre les cultures et dont la référence universaliste constitue le soubassement. Je vais aller vraiment très vite. C'est-à-dire le discours anthropologique, par définition, il ne peut qu'être universaliste, sinon on ne peut pas comparer les sociétés entre elles. Mais toute la question est de savoir justement qu'en est-il de ce référent universaliste, qui l'a construit, comment il a été construit, et est-ce qu'il correspond véritablement à quelque chose de si universel qu'il le prétend. Voilà. Alors, c'est ça qui m'intéresse. C'est justement une redéfinition de ce référentiel. Une redéfinition de ce référentiel est nécessaire. Et c'est à ce niveau-là que je situe, notamment, hein, pas seulement, que je situe le renouvellement d'anthropologie. On ne peut plus en effet se contenter d'un universalisme abstrait et aveugle à ses conditions de production et d'exercice. Il s'agirait donc d'interroger le premier terme de la relation, celui qui a pris l'initiative d'observer les autres, et qui, justement, dès le départ, a assumé une position épistémologique qu'il n'a jamais explicitée, à savoir, il s'est donné au départ comme universel, sans s'interroger sur cette position, finalement, qui n'a pas du tout explicité. Autrement dit, il faut provincialiser l'Occident en l'interrogeant à son tour en tant que culture particulière, en faisant l'histoire de son histoire particulière prétendant à l'universel.
Parce que cette question se pose aussi aux historiens. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où des historiens indiens, des historiens africains et d'autres ont commencé à remettre en question la conception ethnocentrique de l'histoire du monde telle qu'elle est fabriquée en Grande-Bretagne, enfin dans les anciennes métropoles coloniales, que véritablement on a commencé à penser à une histoire globale, c'est-à-dire à intégrer dans cette histoire les points de vue de ceux qui ont été mis de côté, bien qu'on parle d'eux. Donc ces fameux subalternes, au nom desquels on parlait, et au nom desquels... Bonjour monsieur, bonsoir, merci de votre intervention. On continue de parler parfois. Le but est de construire une anthropologie symétrique qui montre que le grand partage entre eux et nous, donc ce grand partage qui a été constitutif des sciences sociales, et notamment de l'anthropologie, que ce grand partage n'est pas une donnée de départ, mais le résultat d'un processus. Il s'agit ici d'adopter un universalisme critique, celui qui consiste pour l'anthropologue à prendre conscience que l'universalisme sur la base duquel il construit son discours est un universalisme particulier, et qu'à ce titre, il doit l'assumer jusque dans son incomplétude et ses limites. Et si vous le permettez, c'est le sens de cet ouvrage que j'ai sorti il y a quelques mois, et dont le titre est tout à fait explicite, pour un universalisme critique, essai d'anthropologie du monde contemporain. À travers justement toute une série de thématisations, j'essaye de travailler cette question-là. De mon point de vue, un universalisme, bien entendu, doit se construire en prenant en considération la dynamique des échanges et des négociations, des points de vue qui caractérisent les relations entre les cultures. Alors, justement, de ce point de vue, il nous faut nous arrêter à ce fameux concept de culture et à ce fameux concept de société pour les revisiter. Et c'est ce qui a été fait, d'ailleurs. C'est ce qui a été fait depuis, disons, une vingtaine d'années, à une déconstruction de la notion de culture, de la notion de société. Mais peut-être, tout d'abord, je dois rappeler que le terme de culture a été choisi dans la tradition anthropologique au XIXe siècle, à partir de 1850, à peu près aux États-Unis, à travers Morgan, mais bon, mais surtout, c'est à travers Taylor en Grande-Bretagne, 1870, pardon, 1870, ça c'est un helvétisme, 1870, non, il y a les Belges aussi qui disent 70, il n'y a pas que... Donc, le terme culture a été choisi dans la tradition anthropologique pour rompre avec l'appréhension courante au XIXe siècle et au début du XXe, jusqu'aux années 1920, 1930, une appréhension de la diversité humaine, culturelle et sociale, hein, bien sûr, en termes de race hiérarchisée selon des caractéristiques physiques et mentales. En fait, c'était vraiment une rupture. Et c'était un progrès énorme que d'avoir reconnu finalement aux autres une culture, alors que jusque-là, on leur reconnaissait la culture, ou aussi on leur reconnaissait une culture, c'était une culture qui relevait d'un état de développement physique et racial antérieur. C'est-à-dire, on disait bien, la science anthropologique, physique, et l'histoire elle-même racialisait finalement les différences culturelles, ils disent en termes de nature. Alors que la notion de culture, justement, arrachait la réflexion sur la diversité, l'arrachait à l'essentialisation raciale. L'UNESCO, après la Deuxième Guerre mondiale et le génocide nazi, a même promu la notion de culture comme étant une notion de patrimoine mondial, international, sous la férule d'ailleurs de Claude Lévi-Strauss, qui est un des grands anthropologues, et c'est lui qui a été dans l'équipe qui a formulé cette question. Bon, alors, allons avançons. Mais rappelons ensuite que cette universalité postulée de la culture allait vite se traduire par un accent plutôt sur la différence culturelle que sur la ressemblance. Les identités culturelles, entre guillemets, parce qu'elles posent problème de mon point de vue, les identités culturelles vont de ce fait être essentialisées et deviendront à leur tour insurmontables, débouchant même sur une forme de néo-racisme, dans le sens où la culture
a une tendance à être utilisé comme un euphémisme pour race. On n'osait plus utiliser le terme de race, on utilise le terme de culture pour affirmer de nouveau une différence insurmontable entre les cultures inassimilables. Cette culture est inassimilable. Comme on le verra tout à l'heure, je développerai cette dimension. De mon point de vue aujourd'hui, on utilise la religion exactement dans le même sens. C'est-à-dire une naturalisation de la religion, d'une certaine religion, pour marquer l'inassimilation de certains. Donc vous voyez en fait que tous ces éléments sont en fait reliés, et si nous faisons l'histoire d'anthropologie de ces concepts, on peut comprendre finalement ce qui se passe aujourd'hui. Or, de ce point de vue-là, la frontière culturelle ou ethnique ne relève pas d'une réalité intangible bien surmontable. C'est ce qu'aimerait faire croire cette conception essentialiste de l'identité culturelle. La frontière est surtout une réalité situationnelle. Elle est basée sur la discontinuité et la circulation des éléments. Elle correspond à un espace intermédiaire, et l'anthropologue dirait, elle correspond à une zone de liminalité entre deux états. C'est comme dans l'espace rituel qu'on explique comment on passe d'un état à l'autre, par un état intermédiaire, flottant, on ne sait pas très bien ce qui va se passer, et puis les choses bougent, et on passe une frontière, parfois, bien sûr, dans le rituel traditionnel, on sait très bien qu'on le passe, mais à travers, d'ailleurs, toute une série de processus parfois violents, en tout cas sur le plan symbolique. La frontière correspond à un espace intermédiaire, donc, et les acteurs sociaux s'engagent plus ou moins dans l'érection des frontières. Tout dépend de la logique de situation, tout dépend des acteurs, tout dépend de la rationalité de l'acteur. En fait, ils s'engagent dans les frontières, ils s'engagent même à construire des frontières, mais aussi ils s'engagent à les transgresser. Rappelons brièvement qu'une telle déconstruction de la culture, qui a été faite par les anthropologues, a été également proposée pour la société par les sociologues. Pour beaucoup de sociologues, un tel concept a fait son temps. Il n'avait de sens que dans le cadre de ce que certains sociologues ont appelé un nationalisme étroit, tel que nous l'avons connu à la fin du 19e et la première moitié du 20e avec l'État-nation, qui supposait que les pratiques sociales se déroulaient à l'intérieur de frontières fermées et faisant système, classe sociale, division du travail rigide, etc. Aujourd'hui, la société ne se résume plus à une totalité cohérente, avec un ordre hiérarchique qui déterminerait de façon rigide une place pour chaque partie. On y assisterait, comme pour la culture, à une fluidité des contraintes sociales, à une intensification des rapports sociaux et à un étirement des relations entre événements locaux et événements planétaires. Alors, arrêtons-nous un peu à cette notion d'identité, parce que finalement, elle reste au cœur non seulement de l'anthropologie des sciences sociales, mais aussi, bien sûr, de l'actualité. La difficulté avec la culture, ou la religion, ou toute autre caractéristique définitoire, tout élément qu'on retient pour se définir, cette difficulté surgit quand l'un de ces traits, ou plusieurs d'entre eux, parfois associés, sont utilisés par les acteurs et les actrices pour revendiquer une identité essentielle, comme l'identité nationale, comme l'identité ethnique ou l'identité religieuse, avec un horizon indépassable. Pour l'anthropologie, ou du moins pour celle que j'essaie d'illustrer ce soir, l'identité n'est pas un état, n'est pas quelque chose de stable, de monolithique, qui est là et qui me détermine toute ma vie. Elle n'est ni immanente ni immuable, c'est une construction déterminée par les situations dans lesquelles elle est érigée, dans lesquelles elle est construite. Elle est déterminée par les rapports de pouvoir qui se nouent autour d'elle et par les efforts pour les dénouer. De ce point de vue-là, comme l'a dit Claude Lévi-Strauss, l'identité est paradoxale. Elle est très paradoxale. Pourquoi? Parce qu'elle est à la fois la chose la plus ressentie. On a l'impression vraiment qu'on a une identité, et parfois, dans certaines circonstances, surtout de crise, on y tient, il est même prêt de mourir pour elle. Donc elle est la chose la plus ressentie, la plus revendiquée, mais en même temps la plus fuyante. Si on veut vraiment l'analyser, et si on veut l'attraper, au fond elle est fuyante. En quelque sorte, et là c'est un peu provocateur, l'identité n'existe pas, mais les actions entreprises en son nom le sont, elles, bel et bien.
Et là, je crois que vraiment, c'est une différence très importante. Si l'identité n'existe pas, ça ne veut pas dire qu'on ne s'identifie pas identitairement dans certaines situations. Et ça ne veut pas dire qu'on n'entreprend pas d'action au nom, parfois, de certaines identités complètement refondues, complètement réinventées. C'est comme la tradition. On sait très bien en fait, que la tradition, au fond, c'est une continuelle réinvention. Les ingrédients qui constituent l'identité sont relatifs. Ils sont la plupart du temps arbitraires. La religion, la langue ou la couleur peuvent en effet être utilisés dans des sens complètement contradictoires selon le contexte. Très rapidement, un exemple douloureux, un exemple terrible, le génocide dans l'ex-république de Yougoslavie, dans les années 1990, qui était un État fédéral, un État séculier, un État où l'identité passait par les institutions sécularisées, par l'appartenance à cet État fédéral ou par l'appartenance aux entités qui faisaient partie de cet État. Il y avait une grande diversité religieuse, il y avait une grande diversité linguistique, mais il y avait le trait définitoire, c'était la citoyenneté et le fait d'être yougoslave. Pour différentes raisons, je ne peux pas développer, et notamment la chute du système communiste, enfin, disons, en Yougoslavie, c'était un peu différent que dans la zone contrôlée par les soviétiques, donc c'était plutôt un socialisme autogestionnaire, enfin bon, prétendument autogestionnaire. Enfin bon, donc une crise économique, politique, qui a fait qu'il y avait, les groupes sont entrés en concurrence pour finalement dépouiller l'État fédéral, et qui va ramasser l'armée, qui va ramasser les entreprises nationales, qui va ramasser ceci. Donc une lutte économique, politique, de contrôle. Et qu'est-ce qui s'est passé? Hier, où la langue était le ciment de la Yougoslavie, le serbo-croate a été créé à la fin du 19e pour créer l'État-nation yougoslave, parce que c'était une revendication des peuples de l'Europe de l'époque. Un siècle après, on va déconstruire les serbo-croates. Les Serbes vont dire « Ah non, non, il n'y a pas de serbo-croate, il n'y a que le serbe. » Les Croates « Ah non, non, il n'y a pas de serbo-croate, il n'y a que le croate. » Le critère linguistique qui était unificateur la veille devient un facteur de dissension. La seule différence qu'il y avait entre les Croates et les Serbes, c'est que les uns écrivaient le serbo-croate en caractère latin, les Croates, parce que c'était l'influence latine et catholique, et les autres écrivaient en cyrillique. Alors, je n'entre pas dans les détails, la religion aussi est devenue un facteur de séparation, alors qu'on était dans un État séculier où la religion ne jouait aucun rôle. Catholique est devenu un facteur qui me permet d'assassiner mon voisin. Orthodoxe, la même chose. Et bien sûr, les Bosniaques, ils ont été obligés à se définir comme musulmans. C'est-à-dire, en fait, ils ont été, voilà, en fait, comment on impose l'identité. Ils ont été obligés de s'identifier parce que l'enjeu est devenu religieux, l'enjeu national, l'enjeu économique est devenu religieux, et ils ont été sommés de se définir comme musulmans. Enfin, voilà, bon, c'était juste pour donner cet exemple, on peut le multiplier. Bon, passons aux notions de race et de sexe, pour mieux comprendre les enjeux de ce qui précède. On sait que ces deux notions, comme celle de parenté d'ailleurs, qui est un domaine d'étude de l'anthropologie par excellence, ces notions ont été soumises à l'imaginaire biologique et naturalisant, qui retient les critères physiques comme facteur d'explication de la diversité culturelle et de la différence des sexes. Or, loin de correspondre à des natures déjà constituées, ces catégories sociales sont historiquement et culturellement construites. La race, en effet, n'existe pas à travers l'expérience positive du sang et de l'hérédité génétique. La race, et là ça a été très bien démontré par beaucoup d'historiens, sociologues et autres, la race existe à travers l'expérience de la discrimination sociale devenue raciale. C'est l'expérience de la violence esclavagiste dans les plantations en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, à travers donc, la traite triangulaire, etc. C'est l'expérience de la violence esclavagiste dans les plantations qui a créé une race de nègres, entre guillemets, à partir d'individus de différentes origines. Autrement dit, la marque naturelle, ici la couleur, a suivi un rapport social de l'esclavage et ne l'a nullement précédé. Donc il y a une sorte de naturalisation de l'esclavage en naturalisant un rapport social qui précédait
cette catégorie qui était à l'origine de son essentialisation. De la même façon, la catégorie de femmes, là aussi entre guillemets, ne reçoit de pertinence que parce qu'elle résulte de l'expérience de la domination masculine. Si les femmes, entre guillemets, partagent quelque chose en commun, ce n'est pas la conséquence de leur nature, entre guillemets, biologique, comme, bien sûr, jusqu'à pas très longtemps, on le prétendait. Pas seulement des représentations courantes, idéologiques, dans l'imaginaire des gens, mais c'était aussi dans la théorie scientifique. Donc, la condition de la femme n'est pas, la catégorie des femmes n'est pas la conséquence d'une nature biologique, mais d'une commune expérience de rapports sociaux hiérarchiques qui leur assigne une place, une nature inférieure. Alors, dans le site, on peut comprendre cela que si on tient compte, que si on intègre le raisonnement dans le cadre de ce qu'on peut appeler la domination masculine. Et dans ce qui est un système de représentation. Et dans ce système de représentation, la femme, justement, est nommée. Elle est nommée en tant que telle, et elle sert de faire valoir à ce qui est non nommé, à celui qui est non marqué, à savoir le mâle, le masculin, qui est censé représenter l'universel, le général de l'humain. C'est ce que l'on appelle l'androcentrisme, et c'est ce que j'ai nommé, c'est ce que j'ai présenté tout à l'heure. Finalement, l'androcentrisme, c'est la même chose que l'ethnocentrisme. C'est une vision qui relève d'une structure dans laquelle les femmes sont soit invisibilisées, parce que même les anthropologues qui avaient travaillé dans les sociétés, dans les cultures autres, en fait, leur premier interlocuteur pendant très longtemps n'était que des hommes. On partait de l'idée qu'il n'y a que des hommes qui produisaient du social. Les femmes ne produisaient pas du social. C'était un préjugé de leur société, parce que déjà dans leur société, les femmes n'étaient pas censées produire la société. Mais ça ne veut pas dire que les femmes concrètement ne produisent pas. Sauf que ce produit-là n'est pas reconnu, n'est pas visibilisé. Il y a une invisibilisation de la femme. Et c'est absolument lié donc, à la condition de la femme, à la fois en Occident, et à la fois comment ce regard androcentrique occidental de l'anthropologue est reproduit dans les sociétés dans lesquelles il travaille, où pendant très longtemps, vraiment, on a fait abstraction de la moitié de l'humanité. Alors, je vais donner une illustration à propos d'un élément qui est polémique, et qui est polémique notamment en Europe et depuis 89, précisément avec les fameux 3 foulards qui ont mis en branle la République française, et on avait l'impression que la République était en train de s'écrouler parce qu'il y avait 3 jeunes filles qui ont porté le voile. Mais bon, après, bien sûr, les choses se sont accélérées, amplifiées, massifiées, etc. Mais bon, moi j'ai commencé à travailler sur cette question depuis ce moment-là, et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, j'étais aux États-Unis, et j'avais ces informations en lisant les journaux et de loin, et ça me paraissait un peu bizarre ce qui se passait en France. Comment, en fait, même le président de la République, il y avait des prises de position incroyables, on avait l'impression que le modèle français était en train d'être remis en question. Et puis j'étais aux États-Unis, et puis on voyait, quand même, des femmes voilées. Bon, ok, bon, ça n'avait pas l'air de poser un problème. Et c'est juste pour dire, en fait, que parfois il suffit d'une distanciation, d'une prise de distance pour mieux comprendre un phénomène. Donc j'ai commencé à analyser ce phénomène à partir, en fait, d'un regard extérieur depuis les États-Unis. Et finalement, c'est juste pour montrer aussi le positionnement épistémologique qu'on peut avoir par rapport à certains objets. Hein. Donc voilà, il y a des objets qui nous tombent comme ça dessus, et on essaie de construire une position en fait, qui nous permet de l'analyser et d'essayer de correspondre aux différents points méthodologiques que j'ai soulignés tout à l'heure, notamment éviter l'ethnocentrisme du modèle républicain, comme s'il n'y avait que ce modèle, et éviter l'androcentrisme, c'est-à-dire ne pas avoir une vision masculiniste finalement. Alors, la question du voile islamique pourrait être prise comme illustration, Le voile, et là je vais rapidement, mais je l'ai analysé vraiment à plusieurs reprises, et même dans cet ouvrage j'y reviens, le voile renvoie en effet à la question du genre dans la société contemporaine. C'est-à-dire c'est une question qui concerne pas seulement les femmes voilées, elle concerne aussi les femmes non voilées. Elle concerne toutes les femmes. Une société où le corps et la sexualité de la femme demeurent malgré tout, c'est-à-dire malgré tous les efforts du mouvement féministe, de la libération de la femme et de l'accès à l'égalité,
malgré tout, ce corps et cette sexualité restent pris dans des relations de pouvoir et de domination. Alors, que l'on voile le corps de la femme dans l'espace public ou que l'on multiplie l'étalage de sa nudité, on le sexualise, autant dans les deux cas. La femme apparaît dans ce sens comme un enjeu de contrôle entre des idéologies patriarcales concurrentes. Chaque camp va mettre en avant contre l'autre le propre traitement de ces femmes, une appropriation de la femme. C'est-à-dire, on est dans une idéologie patriarcale où on s'approprie véritablement le corps de la femme, en fait, pour faire avancer toute une série de valeurs, de pratiques qui relèvent d'une certaine conception naturaliste du monde, conservatrice du monde, inégalitaire aussi. Donc chaque camp va mettre en avant contre l'autre le propre traitement de ces femmes, mais dans les deux cas, il s'agit de réduire l'autonomie de la femme, et plus généralement celle des citoyennes et des citoyens qui voudraient échapper aux idéologies et structures autoritaires. Bon, venons-en maintenant à la manière, je l'ai déjà esquissé tout à l'heure, à la manière dont la religion est aujourd'hui perçue dans l'espace public. Et là, je précise que mon analyse concerne, bon, j'ai fait plusieurs terrains, j'ai travaillé en Papouasie-Nouvelle-Guinée, j'ai travaillé au Niger, j'ai travaillé en Tunisie, j'ai travaillé beaucoup en Europe, et les exemples que je traite par rapport à cette question relèvent de mes terrains à la fois européens, c'est-à-dire suisses et français, mais aussi par rapport à ce que je peux connaître d'autres sociétés où cette question se pose. Le terrain le plus récent que je fais sur Malaisie, qui est aussi un pays musulman, et cette question aussi de la diversité religieuse, c'est un pays multiculturel, il n'y a pas que des musulmans, il y a aussi des Chinois, il y a des hindous, etc. Alors justement, par rapport à la question de la religion, mais alors je précise, c'est vraiment en tant qu'objet anthropologique et sociologique, il ne s'agit pas du tout d'entrer en considération par rapport à une réflexion théologique sur la religion, ce n'est pas du tout le but, c'est ni ma compétence, et non, c'est plutôt la place de la religion telle qu'elle est perçue par les acteurs sociaux, telle qu'elle est perçue par les actrices et les acteurs. Alors, dans un monde globalisé et en même temps de plus en plus fragmenté, la religion joue désormais le rôle d'un facteur imaginaire de perception des différences. Vous voyez, je reviens à la religion comme la culture ou comme la race, comme perception des différences. C'est cela qui m'intéresse finalement dans l'analyse de notions comme religion, ou comme genre, ou comme ethnie. C'est la manière dont nous organisons notre espace social, c'est la manière dont nous définissons, et c'est la manière dont nous essayons de vivre ou de ne pas vivre ensemble. C'est ça, en fait, le plus important. Alors, de ce point de vue-là, dans ce monde globalisé, et en même temps de plus en plus fragmenté, on le sait que plus on se globalise, plus il y a une fragmentation de tout ordre, la religion joue le rôle d'un facteur imaginaire de perception des différences, je l'ai dit, comme dans le cas de la race ou de la culture, et elle va être perçue comme une seconde nature, comme pour la culture, parce qu'on a racialisé en quelque sorte la culture sans se l'avouer. On va en quelque sorte racialiser aussi la religion, c'est-à-dire qu'on va considérer que les individus sont totalement déterminés par leur religion et sont définitivement enfermés dans cet espace. C'est ainsi, du moins, que dans les débats actuels en Europe sur l'immigration et l'identité nationale, comme par hasard, d'ailleurs, on lit l'immigration et l'identité nationale, ce n'est pas pour rien, la religion apparaît comme un facteur polémique de rejet d'identification. Comme dans le cas du voile, des carrés confessionnels, c'est-à-dire des cimetières de musulmans, qui est une revendication depuis des dizaines d'années dans beaucoup de pays européens et dans certains pays, il y a encore des difficultés à disposer de carrés confessionnels. Cela dit, les Juifs avaient eu exactement la même difficulté pendant très longtemps d'avoir des carrés confessionnels dans les cimetières. Et le prétexte qui a été avancé pendant longtemps, c'était la laïcité, respecter le principe de la laïcité, en oubliant que cette laïcité est une laïcité particulière, c'est une laïcité historique, et que cette laïcité, finalement, elle pourrait avoir tendance à favoriser une religion par rapport à d'autres. Donc, là aussi, vous avez suivi l'actualité, notamment en Suisse, puisque on a
il y a eu une votation populaire, parce qu'en Suisse, c'est un système démocratique, donc de démocratie directe, et les citoyens peuvent se réunir. On peut réunir 100 000 signatures pour proposer un vote sur le plan national, sur le plan fédéral, par rapport à un sujet. Et voilà, un groupe d'activistes, même de gens intégrés dans l'institution, ont fait aboutir une initiative pour interdire la construction de minarets. Voilà, alors qu'en Suisse, ça voulait dire, bon, il n'y a pas beaucoup de musulmans, puis bon, il n'y avait pas une revendication des musulmans de construire, oui, des mosquées, oui, mais pas de minarets, donc c'était pas quelque chose d'absolument, c'était pas une revendication, hein, donc, mais voilà, c'était finalement, ils ont, en quelque sorte, alors même qu'il n'y a pas eu une revendication de la part des musulmans, on a devancé les choses et on a fait aboutir une initiative qui a été acceptée par le peuple, à une très petite majorité, mais ça a été accepté, d'interdire les minarets. Bon, mais bien d'autres facteurs aussi, la violence dans ce qu'on appelle les quartiers en France, la religion, dans un tel contexte, la religion de l'autre devient un facteur rédhibitoire pour la société majoritaire et un refuge, voire un étendard pour les groupes stigmatisés. Dans le contexte européen actuel, la discrimination religieuse apparaît pour l'essentiel comme un aspect d'une discrimination ethno-raciale ou néo-raciale, comme pour la culture. Une discrimination ethno-raciale plus générale dans laquelle, justement, se mêlent des facteurs culturels, économiques et sociaux, mais aussi historiques et symboliques. Autrement dit, pour conclure sur cet aspect, autrement dit, le conflit comme tel n'est pas religieux, ni du point de vue de ses causes, ni du point de vue de ses enjeux. Ceci se situe ailleurs, dans les différentes crises qui touchent le lien social. Et là, on est vraiment dans ce que je disais au départ, c'est-à-dire quel est le lien social? Aujourd'hui, il y a une crise du lien social, il y a une crise de représentation de l'être ensemble, il y a une crise de l'identification, il y a une crise de l'État-nation. Bien sûr, il y a une crise économique, mais je ne crois pas que c'est vraiment le plus déterminant. Le plus déterminant, en fait, c'est plutôt la représentation que nous avons aujourd'hui de l'être ensemble. Donc, crise qui touche le lien social, les modèles d'intégration, les valeurs de vivre ensemble, les institutions sociales et politiques, l'école, les conditions économiques, mais aussi la mobilité sociale, mais aussi tout ce qui a fait la valeur des modèles, en fait, des 30 glorieuses, c'est-à-dire de l'État social. Donc il y a véritablement une crise qui débouche sur ces crispations. Bon, je vais rapidement illustrer un autre exemple par rapport à cette approche, disons, de notre modernité, ou de l'hypermodernité, par l'intermédiaire d'un regard anthropologique. C'est la catégorie du sacrifice. Hein. Là aussi, tout à l'heure, j'ai parlé de cette opposition entre tradition et modernité. On a pris l'habitude de considérer que le sacrifice relève uniquement des sociétés traditionnelles. Et bien sûr, on le considère comme de façon négative. Donc, c'est un mode d'expression religieux, et à la limite, parfois même, pour certains, barbare, parce qu'il fait intervenir la dimension du bouc émissaire, il fait intervenir la violence, il fait intervenir même le sang et l'abattage des animaux. Et vous savez qu'en Europe, il y a eu tout un mouvement qui a consisté à prendre la défense des animaux, de leur bien-être, etc. Donc il y a toute une sensibilité qui fait que le sacrifice a toujours eu une mauvaise presse dans les sociétés modernes avancées. Et finalement, le regard d'anthropologue, c'est celui-là, de mon point de vue. C'est finalement de créer une sorte d'étrangeté à l'intérieur même de sa propre société. C'est de montrer en fait finalement que derrière la façade, que derrière une certaine forme de rationalité, d'ailleurs qui est souvent une rationalité plutôt, qui est plutôt idéologique, plutôt qu'une rationalité véritablement réfléchie, on découvre des processus qu'on ne découvre pas si on reste
dans cet univers, si on reste complètement enfermé dans l'imaginaire culturel auquel on appartient. Et je me suis posé la question de savoir si la catégorie de sacrifice, en fait, ne fait pas partie de notre société, et qu'au fond, elle n'a pas disparu, et qu'au fond, elle fonctionne à plein régime. Non seulement elle fonctionne à plein régime, dans le cadre du rapport à l'animal. J'ai travaillé sur la crise de la vache folle. Rappelez-vous, des centaines de milliers, sinon de millions de vaches ont été sacrifiées après donc, cette maladie de l'ESB, donc encéphalite spongiforme bovine, et on l'a fait au nom d'une certaine rationalité sanitaire, voire économique, pour préserver le marché et préserver la valeur. Alors qu'en fait, cette crise de la vache folle a bien montré que notre système fonctionne sur le bouc émissaire, à savoir en fait que la vache folle a été le produit, ou la crise de la vache folle, ou la maladie de la vache folle, c'est le résultat de notre système de production hyper productiviste qui est arrivé finalement à transformer un animal herbivore en carnassier, en carnivore, puisqu'on a fait nourrir les vaches par de la farine animale, et la vache est véritablement devenue cannibale, puisqu'on lui a fait manger de la farine animale dans le système capitaliste de récupération des restes, etc. Donc, en fait, nous sommes à l'origine de la maladie, mais on a accusé la vache d'être à l'origine de cette maladie qui nous a fait peur, donc on la sacrifie, sans l'admettre, que nous sacrifions comme les anciens, nous sacrifions comme les sauvages. En fait, on sacrifie une façon, en fait, de ne pas être confronté, de ne pas remettre en question notre système de production. C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire que cette crise, finalement, n'a pas véritablement servi à se dire, mais au fond, notre rapport à l'animal n'est pas le bon, notre rapport à la nature n'est pas le bon, notre rapport à la production n'est pas le bon, revoyons les choses. Non, là, on a paré au plus vite, on a tué, massacré. Ça a été vraiment quelque chose de terrible, hein, des charniers, hein, puis ça nous a rappelé en fait un peu les génocides, finalement, des camps de concentration, sans que ça puisse correspondre à une leçon. Donc, en fait, il y a un double constat. À la fois, le sacrifice fonctionne, la ruse du sacrifice, parce que le sacrifice, c'est quoi d'autre? Le sacrifice fonctionne sur la ruse, c'est faire croire qu'il y a un ennemi qui est responsable de la crise. C'est le bouc émissaire. Et donc, en fait, le bouc émissaire est toujours innocent. Mais on peut savoir, et on le sait, on sait que le bouc émissaire est innocent. Mais la raison sacrificielle fonctionne justement sur cette ruse. On fait comme s'il était responsable. Et on a fonctionné exactement la même chose. Alors, je ne vais pas m'allonger, mais on pourrait faire la même analyse par rapport à la guerre. Hein, la guerre totale qui est pratiquée aujourd'hui à grande échelle, et notamment par les Américains, qui l'ont inaugurée au Vietnam, et plus tard au Moyen-Orient, c'est une guerre totale où il s'agit aussi d'une raison sacrificielle. C'est-à-dire, les Américains ont décrété le zéro mort pour eux. Ont décrété le zéro mort, c'est-à-dire dans la mesure du possible, il ne faut pas qu'il y ait de mort de leur côté. Parce que, bien sûr, la société américaine ne supporte pas d'être sacrifiée comme les soldats ont pu le faire pendant la Première Guerre mondiale, les Guerre mondiale. Par contre, quand il s'agit des autres et de l'ennemi qu'il faut abattre, là, par contre, la raison sacrificielle fonctionne à fond, dans la mesure où, là aussi, on le fait au nom d'un équilibre géostratégique, au nom d'une certaine forme de rationalité politique, alors qu'en fait, on sait très bien que la guerre qui a été menée par la deuxième guerre du Golfe, menée par les Américains et par George W. Bush, a été une guerre tout simplement de revanche pure et simple pour faire payer à un pays qui n'était pas responsable ni de Ben Laden, ni des attentats de 2001, en septembre 2001, mais il fallait une victime expiatoire. Et cette victime expiatoire, c'était effectivement Saddam Hussein, qui, par ailleurs, était un agent américain dans la mesure où il a fait la guerre contre l'Iran avec la bénédiction des Américains. Et ça, on savait très bien que Saddam Hussein n'était pas responsable de Ben Laden, et en Irak, il n'y avait pas d'armement chimique, comme on le prétendait. Et ça, de nouveau, voilà la raison sacrifiée, c'est-à-dire qu'en fait, tout le monde le savait.
Et les dirigeants américains le savaient, c'est-à-dire qu'il ne faut pas croire qu'on nous a menti. Non, et nous-mêmes nous le savions. Mais sauf que là, la raison sacrificielle a joué, et la ruse de la raison sacrificielle, c'était qu'il fallait, en fait, une victime expiatoire, il fallait faire payer pour ce qui s'est passé à New York, à Washington, et il fallait faire payer en construisant un ennemi. Et c'est ça, au fond, la raison sacrificielle. C'est de construire un ennemi et le construire de telle sorte que cet ennemi apparaît comme quelqu'un de complètement irréductible à soi, et qu'il n'y a aucune possibilité de revenir à une relation d'amitié. Et donc, aujourd'hui, dans la modernité, et c'est ça, de mon point de vue, peut-être en tout cas, une illustration d'anthropologie, c'est que la raison sacrificielle moderne est pire que la raison sacrificielle traditionnelle. Elle est pire dans la mesure où cette raison sacrificielle, d'abord, ne s'avance pas comme telle. Elle ne se reconnaît pas comme raison sacrificielle. Alors que la raison sacrificielle traditionnelle, elle se reconnaît comme raison sacrificielle. On sait pourquoi on sacrifie l'animal, ou on sacrifie pour un dieu, ou pour Dieu, ou si on est dans la tradition abrahamique, c'est le sacrifice d'Abraham. Si on est dans d'autres traditions, on sait très bien qu'on le fait. Et puis on le fait à petite dose, en quelque sorte, pour pouvoir continuer le sacrifice, qui va renouveler le contrat social ou le lien social. Alors que dans le sacrifice, disons dans le sacrifice hyper moderne, tel qu'il se pratique dans la guerre, c'est un sacrifice qui veut éliminer une fois pour toutes le bouc émissaire, l'ennemi, et il veut obtenir une fois pour toutes un bénéfice symbolique infini. Et là, c'est effectivement, on est dans une situation d'ouverture, et on ouvre la porte à l'extermination. Et la modernité aujourd'hui, elle est caractérisée par une tendance à l'extermination, et les nazis en avaient donné déjà l'exemple, et malheureusement, les autres génocides qu'on a connus en ex-Yougoslavie, au Rwanda, entre les Tutsis et les Hutus, la raison aujourd'hui sacrificielle, traditionnelle, a été transformée en une raison génocidaire. Et qu'aujourd'hui, le génocide est partout, malheureusement, et finalement aussi, le terrorisme djihadiste, c'est ça. Et finalement, il fonctionne exactement sur la même conception de l'extermination. Et dans ce sens-là, dans un de ces textes sur lequel je me suis arrêté, j'énonce l'idée, et là je ne suis pas du tout le seul, René Girard l'avait fait, il y a une figure gémellaire entre Bush et Ben Laden, dans la mesure où les deux, pour des raisons stratégiques différentes, finalement participent d'une même conception de l'ennemi à abattre, l'ennemi absolu, l'ennemi impur, qui ne peut jamais redevenir ami, avec lesquels on ne peut jamais rétablir une relation. C'est une montée aux extrêmes. C'est une montée aux extrêmes, et dans ce sens-là, il y a une figure gémellaire entre ces deux personnages. Et ce qui se passe, par exemple, dans le djihadisme, malheureusement, c'est une pensée qui consiste à mobiliser l'imprégnation contre l'ennemi au nom de l'impureté de l'ennemi. Donc on naturalise, c'est-à-dire on construit l'autre comme un ennemi absolu, impur, avec lequel on ne peut absolument pas avoir affaire, pour pouvoir en fait le détruire, pour pouvoir, et en plus on va utiliser le rituel du sacrifice traditionnel. Et moi, ce qui m'a énormément frappé déjà à l'époque de la guerre civile en Algérie, où la mise en scène rituelle de l'égorgement de l'ennemi. Il y a une mise en scène, et en plus, une mise en scène qui est photographiée et qui est mise en avant pour renforcer encore le côté, le côté spectaculaire du sacrifice, que je n'appelle plus sacrifice, puisqu'il dépasse les raisons sacrificielles traditionnelles, qui est l'extermination, tout simplement. Voilà, je crois que je vais juste conclure très rapidement, autour de l'anthropologie, pour revenir à mon discours d'anthropologie. Donc,
comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, ma discipline, si on la met en perspective historiquement et épistémologiquement, on découvre que l'anthropologie, à l'instar de la modernité, a fonctionné pendant longtemps sur le principe de l'incorporation destructrice de l'autre et sur celui de son envahissement. Il ne faut pas se cacher le fait que l'anthropologie fut assez souvent une nécrologie. Ça, c'est un terme, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Pierre Glass, un grand anthropologue, un des grands penseurs de l'ethnocie, pour montrer en fait que l'anthropologue, pendant très longtemps, et dans le sillage de la société capitaliste conquérante qu'il a vu naître, pendant longtemps, l'anthropologie a nourri sans savoir de la mort révolue ou annoncée des sociétés sur lesquelles elle travaillait. Mais, cela dit, et en tenant compte des différents éléments que j'ai mis en avant, en fait, cette possibilité de revisiter les notions d'anthropologie, de revisiter le référentiel universaliste, de problématiser à nouveau la question du rapport entre observateur et observé, nous permet de faire une autre anthropologie, en tout cas une anthropologie différente, sans pour autant que je jette ce qui m'a précédé, parce que j'ai été nourri de cette anthropologie. Et on ne peut pas, il ne s'agit pas pour moi de dire il y a une bonne et une mauvaise anthropologie. L'anthropologie est une seule et même discipline, mais il faut la prendre dans sa complexité, dans son historicité, et surtout dans sa dimension critique. Moi, j'assume parfaitement, et je l'ai toujours rappelé, j'assume parfaitement l'histoire de la discipline. J'assume parfaitement son côté ethnocentrique. J'assume parfaitement ces conceptualisations hasardeuses, ces théories parfois qui ont favorisé finalement les politiques coloniales, etc. Mais c'est juste pour se dire que le savoir est toujours relié au pouvoir, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun savoir qui échappe au contexte qui le voit naître, et de nouveau, il s'agit d'expliciter ces rapports de pouvoir, d'expliciter ces structures dans lesquelles le savoir se produit, pour essayer de réduire le côté ethnocentrique, de réduire les méthodologies, et de produire un savoir un peu plus objectif, enfin de plus objectivant. Alors, cette anthropologie est possible, et j'espère que j'espère que j'ai réussi à l'illustrer ce soir. Donc, à l'inverse de l'anthropologie ethnocentrique, fondée sur le grand partage entre eux et nous, une anthropologie symétrique met l'accent, et là j'utilise des formules ou des métaphores, j'ai pas eu le temps d'en parler, mais enfin on ne peut pas parler de tout, parce que j'ai beaucoup travaillé sur le cannibalisme et j'utilise, ou j'emprunte, en fait, cette idée d'avalement à la pratique du cannibalisme. Donc, une anthropologie symétrique met l'accent sur l'avalement, sur la capacité d'ingérer les différences pour s'enrichir. C'est-à-dire, en fait, le cannibalisme, c'est pas simplement la revendication de l'autre, c'est une façon d'ingérer l'autre, mais en même temps d'ingérer véritablement ses qualités. C'est-à-dire, c'est une façon, au fond, c'est-à-dire, on ne peut se construire, son identité ne se construit qu'à travers l'identité de l'autre. Et en fait, dans le cannibalisme rituel et traditionnel, manger les autres, ce n'est pas de la vengeance, ce n'est pas de la modification parce que la chair humaine, etc., est bonne. Non, c'est une façon en fait, de construire son identité et d'avoir l'autre en soi et inversement. Donc il y a une dimension dynamique du cannibalisme qui nous permet d'utiliser comme métaphore pour analyser le discours anthropologique. Donc cette anthropologie symétrique permet de considérer la question de la traduction culturelle non comme une réduction de l'autre à soi, telle que ça a pu se pratiquer pendant assez longtemps finalement, mais comme un travail sur l'entre-deux qui permet de reconnaître, d'apprécier l'autre, à la fois dans sa différence et dans sa ressemblance. Voilà, je crois que je vais arrêter ici parce que je vous ai retenu